Bonsoir, ravi d'être parmi vous encore pour notre séance quotidienne de Rêve d'Art. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de l'Aïd. B'sha wa salama, Inch'Allah. Allez, on y va pour, comme promis, le processus approvisionnement pour notre cours logistique. Allez, à partir de cette séance, on concrétise l'acte d'achat et l'acte d'approvisionner notre atelier par la passation de commandes, soit des ordres d'achat, soit des ordres de fabrication qu'on doit réaliser. Et on va comprendre quels sont les différents types, stratégies, mais aussi politiques au niveau de ce processus-là. Alors, sans plus attendre, je fais juste un petit rappel très bref. Elle doit être, je pense qu'il y a une coupure qui a eu. Ok, alors moi je vais continuer. Je pense que c'est un problème de connexion. C'est malheureusement très fréquent. Alors je disais que cette politique d'approvisionnement vient bien sûr concrétiser tout ce qu'on vient de faire avant, c'est-à-dire les processus d'avant, à savoir, on a parlé du processus achat et avant cela, on a parlé de la chaîne logistique globale. Là, on est en train de rentrer dans le détail pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, je les conseille vivement d'aller voir nos vidéos. On y a déjà la séance 10 pour ce cours. Nos capsules sont disponibles sur Rêve d'Art, sur YouTube et également sur Facebook. Alors, pour ce processus gestion des approvisionnements, nous allons aborder d'abord la différence entre processus d'approvisionnement et bien sûr son positionnement dans la chaîne logistique. Alors, approvisionner veut dire quoi? Veut dire concrétiser un acte de se procurer un bien auprès d'un fournisseur, c'est-à-dire on va transmettre un ordre d'achat, ou auprès d'un atelier, c'est-à-dire un ordre de fabrication qu'on va lancer. Et donc, être responsable de se procurer ce bien et bien sûr ce service auprès des fournisseurs à la qualité souhaitée, au plus bas coût et surtout dans les délais escomptés ou dans les délais définis. C'est ce qu'on avait évoqué en première séance, on n'a pas arrêté de le dire, il s'agit du QCD. Et bien sûr, cela nous permettrait éventuellement et principalement à bien optimiser nos stocks. Pourquoi? Parce que si notre approvisionnement n'est pas fiable, c'est-à-dire qu'on n'approvisionne pas à la quantité dont on souhaite, dans les délais dont on souhaite et bien sûr les références dont on souhaite, forcément soit on aurait soit un surstock, soit des ruptures de stock. Et là, on a bien compris dans les séances d'avant que cela n'est pas bon. Donc finalement, le rôle d'un responsable logistique étant de bien gérer ses mouvements et bien gérer ses entrants et ses sortants, c'est-à-dire les biens d'entrée, les biens entrants et les biens sortants, c'est-à-dire les données d'entrée et les données sorties au sein de son processus. Comment réaliser cela justement au niveau de l'approvisionnement? Alors, c'est toute une chaîne interne au sein de ce processus qui se déclenche d'abord par le besoin. On aurait une séance très détaillée la semaine prochaine, puisque cette semaine-là, je démarre le processus approvisionnement en sa globalité. C'est-à-dire que je vais essayer de le détailler en macro, de façon à ce qu'on le contourne et on définisse son périmètre. Puis encore, je vais rentrer dans les séances suivantes dans le détail de l'application et la réalisation de ce processus. Donc, comme je disais, c'est un processus procurement en anglais et c'est un processus qui se déclenche d'abord par un besoin. C'est une planification de ce besoin. Ce besoin, quand il est prévu, identifié, suite à une planification globale dont on va voir en détail, il doit être détaillé en un besoin détaillé au niveau de l'entreprise. Ce besoin détaillé va déclencher un besoin d'approvisionnement en biens. Et ce besoin-là déclenchera plusieurs besoins au niveau de plusieurs processus, à savoir
La nomenclature lorsqu'on est une entreprise industrielle, notre stock qui doit être fiable, bien sûr, quelle qu'il soit la catégorie d'entreprise, et également notre fichier de besoin, c'est-à-dire notre PDP, notre plan directeur de production. À cela, bien sûr, s'incrémente le choix de la politique d'approvisionnement qui permettra de bifurquer vers quelle application au niveau de ces appros. Alors, d'où vient la question? Quelles sont les différentes méthodes et politiques d'approvisionnement qui existent? Eh bien, figurez-vous qu'il en existe 4. Les 4 politiques d'approvisionnement, je vais les expliquer de façon globale et ensuite, je vais revenir sur le slide pour vous les donner d'une façon plus, comment dirais-je, beaucoup plus illustrée. Alors, qu'est-ce que c'est que sont les politiques d'approvisionnement? Il en existe 4. Alors, il y a les politiques d'approvisionnement en quantité fixe et ensuite, il y a les politiques d'approvisionnement en quantité variable. Quand on parle de politique d'approvisionnement en quantité fixe, ça veut dire qu'on s'approvisionne en quantité fixe pour les références qu'on a choisi de gérer avec ces politiques. C'est-à-dire la quantité qu'on doit approvisionner avec, elle est fixe pendant la période de gestion qui est en moyen terme, généralement l'année. C'est-à-dire qu'on doit calculer une quantité fixe à laquelle on s'approvisionne auprès de nos fournisseurs ou auprès des ateliers de production auxquels on va lancer notre production. Cette quantité fixe, elle ne changera pas. C'est-à-dire que s'il y a un changement sur la demande, s'il y a une modification de la demande, un changement de la demande, cette demande restera stable. Cette demande restera cette quantité restera stable malgré que la demande est variable. Donc la quantité, elle doit être bien calculée et on va voir comment la calculer. Cette quantité fixe, ça permettra de figer et de faciliter la gestion de nos approvisionnements et nos besoins. C'est-à-dire qu'on n'en a pas besoin d'avoir des ERP ou des systèmes d'information assez poussés et assez élevés pour gérer nos approvisionnements. C'est-à-dire qu'on gérera avec des outils simples dans lesquels on va calculer cette quantité fixe. Et on va voir, on ne va pas choisir n'importe quelle quantité fixe, on doit choisir la quantité fixe qui nous coûte le moins cher. Sauf que quand on parle de quantité fixe, il en existe 2 politiques ou 2 méthodes dans lesquelles il y a des quantités fixes. Il y a la quantité fixe alors avec un délai fixe, c'est-à-dire j'approvisionne la même quantité à chaque fois pour cette référence, mais à un délai fixe, c'est-à-dire périodiquement. Et ça, c'est ce qu'on appelle le réapprovisionnement périodique, c'est-à-dire je réapprovisionne mon stock de cette référence de façon périodique. Quantité fixe et délai fixe. Mais il se peut que la quantité fixe en délai fixe ne répond pas à mes exigences. Pourquoi? Parce que ça me génère du stock qui dort pendant une période, c'est-à-dire qu'il n'a pas une forte rotation. Et dans ce cas-là, je serai amenée à gérer mon stock avec une politique d'approvisionnement en quantité fixe, mais cette fois-ci en délai variable. Comment ça? C'est-à-dire que lorsque j'ai le besoin, je passe ma commande et non pas à une période fixe. Alors vous allez me dire, mais quand est-ce que j'en aurai besoin en termes de délai? Le besoin doit être alerté. C'est ce qu'on appelle un niveau d'alerte, c'est le stock d'alerte. Et ce point d'alerte, ça s'appelle le point de commande parce que c'est lui qui va déclencher le besoin de commander. Ce point d'alerte, généralement, c'est le point qui permet de vous indiquer que ce qui reste en stock, c'est à peine de quoi déclencher le besoin de commander, et c'est-à-dire le temps de recevoir la prochaine commande, son lead time, cette commande. Le lead time, c'est le délai d'approvisionnement auprès d'un fournisseur ou auprès d'un atelier. Le délai d'approvisionnement, lead time fab ou lead time achat, c'est à peine ce lead time pour recevoir notre nouvelle commande. C'est à peine le temps de quoi consommer
en moyenne ce qui nous reste en stock. C'est-à-dire ce qui reste en stock, c'est un stock minimal. C'est le stock mine. C'est une alerte. C'est comme l'exemple au niveau de la voiture. Au niveau de la voiture, quand on arrive à la lampe rouge, ce n'est pas ce qu'on reste en stock, ce n'est pas un stock sécurité. On va voir ce que c'est le stock sécurité plus tard. C'est un stock d'alerte. C'est le stock qui nous déclenche le besoin de commander. C'est comme si l'alerte ou l'indicateur dans ton tableau de bord te demande d'aller te réapprovisionner. Allez, vas-y, réapprovisionne-toi, puisque ce qui te reste en stock, c'est à peine de quoi vivre, le temps de trouver une station à la pompe, un fournisseur pour te réapprovisionner en cette quantité-là de carburant. Maintenant, quand je suis en quantité fixe, c'est-à-dire que quand je vais aller me réapprovisionner, je vais me réapprovisionner en quantité fixe, c'est-à-dire c'est toujours la même quantité tout le temps. Alors, vous allez me demander comment je calcule cette quantité. Malheureusement, on trouve que dans la vie de tous les jours ou dans des entreprises dont la maturité logistique n'est pas forte, cette quantité-là, elle est choisie au pif ou selon l'expérience et non pas d'une façon maîtrisée. Pourquoi? Parce que cette quantité-là, si je ne la choisis mal, elle peut impacter fortement le coût. Qu'est-ce qu'elle va impacter? Les coûts de possession de stock et les coûts de passation de commande. Cette quantité-là, elle peut soit augmenter l'un, soit augmenter l'autre. Si elle augmente l'un, elle diminue l'autre et vice-versa. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher l'équilibre. La quantité fixe qui va en même temps me permettre d'optimiser mes coûts de possession de stock et mes coûts de passation de commande. Qu'est-ce que j'entends d'abord par les coûts de possession de stock? Les coûts de possession de stock, c'est combien ça me coûte de posséder du stock. Combien ça me coûte? Il s'agit là de 4 coûts. Le coût d'abord du capital investi, c'est-à-dire c'est de l'argent qui dort. Vous allez investir en termes de produits que vous allez gérer en stock et donc vous allez y investir, vous allez payer. Donc c'est un capital investi, c'est un coût. Deuxième, c'est le coût de stockage. Ce que vous êtes en train de stocker n'est pas gratuit, c'est-à-dire il y a quoi? Il y a une zone de stockage, il y a un coût de gestion, un coût de suivi et les coûts de toutes les ressources humaines et matérielles liées à cette gestion de ce stock, c'est ce qu'on appelle le coût de stockage et pour lequel on doit calculer un indicateur qui s'appelle le taux de stockage. Le taux de stockage que je vais noter ici, petit h. Dans les bouquins, vous allez pouvoir le trouver avec plusieurs initiaux différents, mais pour la même définition. Moi, je vais le noter ici, petit h. Petit h, c'est le taux de stockage, c'est-à-dire quel est le taux dans l'entreprise, dans mon magasin, si je stocke un article dedans pendant la période annuelle, combien ça va me coûter en termes de coût. Comment je calcule cela? C'est le taux de stockage que multiplie le coût unitaire de cet article me donnera le coût de ce stockage. Alors maintenant, la question qui va se poser, comment calculer ce taux de stockage? Et là, on y reviendra justement dans la séance spécifique pour cela, les séances prochaines au niveau des approvisionnements. Maintenant, il faudrait qu'on continue sur le raisonnement. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé de coût de possession de stock. Et j'ai dit que lorsque le coût de possession augmente, ça veut dire qu'on va augmenter 4 coûts, les coûts. Premièrement, le coût de possession. Ce coût de possession, c'est le coût du capital qu'on a investi dans ce stock. Par exemple, j'ai un besoin à la maison de Stinetrodzit. Stinetrodzit, ça veut dire 60 litres d'huile de table, par exemple. C'est mon besoin annuel, mon besoin qui est prévisionnel pour cette année. Quelle est ta politique d'approvisionnement de l'huile d'olive? C'est la référence huile d'olive ou huile de table, peu importe. Mon besoin en huile de table, c'est 60 litres. Ça, c'est ma demande annuelle, c'est mes prévisions. Mais la façon comment je vais l'approvisionner dans l'année peut impacter mes coûts. Si je choisis 5 litres par 5 litres par 5 litres, c'est-à-dire 12 fois 5 litres, 60 litres à la fin, ce n'est pas la même chose si je choisis à commander 60 litres en même temps. Ou encore, je fais 2 fois 30 litres.
Ou encore, je fais 10 litres par 10 litres. Je fais quoi? Ou encore 1 litre par 1 litre par 1 litre, 60 fois. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le premier cas et dans le deuxième cas? Dans le premier cas ou dans le deuxième cas, le coût, il va augmenter, que ce soit dans l'un ou que ce soit dans l'autre. Alors, il n'y a pas une quantité au pif ou une quantité intuitive. Il faut calculer la quantité qui me permettra de trouver cet équilibre. On va la nommer et on va même faire la formule pour la calculer. Mais d'abord, comprenons le raisonnement sur la quantité fixe. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? La quantité fixe, je suis en quantité fixe, que ce soit en délai fixe, réapprovisionnement périodique, que ce soit en quantité variable, réapprovisionnement par point de commande. Dans les deux cas, la quantité est fixe. Mais la quantité est fixe, elle peut impacter, j'ai dit les coûts. Quels coûts? Le coût de possession de stock et le coût de passation de commande. Alors, je suis en train de vous décrire en détail les coûts de possession des stocks. Ils sont 4 coûts, j'ai dit le coût du capital investi, le coût de stockage, le troisième, c'est le coût d'assurance, bien sûr. Plus on a du stock à gérer, plus notre coût d'assurance et notre police d'assurance augmente parce qu'il y a plus de risques pour le produit. Il y a une faible rotation entrée-sortie, donc le produit passera plus de temps dans le stock, donc il y a plus de risques de quoi? C'est le quatrième coût, coût de rebut ou d'obsolescence ou de périssabilité. Le rebut, c'est la détérioration. L'obsolescence est devenue dépassée et la périssabilité, vous savez, ça veut dire que le produit est périmé. Et dans les trois cas, ça me génère un coût. Et c'est des coûts qui rentrent dans le calcul du coût de possession de stock. Vous allez me dire, ben, si j'entends ça, il vaut mieux faire quoi? Approvisionner quantité par quantité, c'est-à-dire une petite quantité par quantité jusqu'à ce que j'arrive aux besoins de l'année. Ouais, mais si vous faites ça, c'est bien. Si vous diminuez le stock, le coût de possession de stock, mais en contrepartie, qu'est-ce qui va se passer? En contrepartie, vous augmentez les coûts de passation de commande, soit au fournisseur, soit au niveau de l'atelier. Au niveau du fournisseur, vous allez augmenter 3 coûts. Le premier, c'est le coût de lancement de la commande au fournisseur. Ce n'est pas gratuit. Le fait de lancer des commandes auprès du fournisseur, ça génère justement des coûts. Ce coût-là, il doit être dimensionné dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le coût de lancement de la commande. Il doit être dimensionné annuellement entre le contrôleur de gestion et le gestionnaire des approvisionnements et des stocks. Alors ceux-là, ils définissent combien ça coûte à l'entreprise pour générer une commande au fournisseur. Pareil, on fait pour le coût de lancement de commande à l'atelier, combien ça coûte de générer un lancement, une commande à l'atelier. Et dans les deux cas, il faut évaluer ce coût-là, il faut le remettre en cause chaque année. Ce coût rentre dedans combien ça coûte en termes de ressources humaines, matérielles, la durée et le chronométrage qu'on doit faire pour des échantillons de commandes qu'on réalise. Le temps nécessaire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on commande, mais ça a à voir avec la durée nécessaire pour réaliser une commande, la suivre jusqu'à ce qu'on la reçoive. Tout ce qui est généré comme coût lié à cette commande pour l'entreprise. Et ça, c'est ce qu'on appelle le coût de commande. Et je lui donnerai un initial S. C'est ce qu'on appelle le coût de commande. Et bien, plus le nombre de commandes qu'on réalise augmente parce que la quantité qu'on approvisionne fixe est faible. Dans ce cas-là, le nombre de commandes augmente, donc le coût de passation de commande va augmenter. Deuxièmement, qui va augmenter le coût unitaire de l'article. Et c'est logique, parce que si je n'approvisionne pas en lot size et en quantité importante, je commande avec de petites quantités, je ne peux pas bénéficier d'une économie d'échelle avec mes fournisseurs, ni encore, j'optimise pas avec mon atelier en termes de coût de production, unitaire de production. Que ce soit au niveau de l'atelier, que ce soit au niveau du fournisseur. Donc, c'est le coût unitaire de l'article acheté ou de l'article fabriqué. Et le troisième coût, il diffère en fonction, est-ce qu'on achète ou on fabrique. Si c'est un ordre d'achat qu'on va faire, c'est-à-dire auprès de fournisseurs, c'est le coût du transport. Plus on fait des commandes, plus le coût de transport va augmenter. Et je parle ici, et non pas du coût du transport fixe, mais du coût du transport variable, qui va bien sûr varier en fonction du nombre de commandes qu'on va réaliser.
Maintenant, il est très important j'ai oublié de parler bien sûr dans le cas de production. Et dans le cas de production, ça ne serait pas le coût de transport, ça serait le troisième coût au niveau des coûts de passation de commande, ça serait le coût de setup time, le temps de changement de série, c'est-à-dire de passer d'un OF à un autre, il y a forcément un changement de série et plus ce changement de série le temps de changement de série est important, plus le coût généré ou lié à cela est important. C'est ce qu'on appelle le setup time en anglais, temps de changement de série, temps de mise en route. Et il faut qu'il soit le plus bas possible. C'est pour ça qu'on utilise des méthodes dans les méthodes d'optimisation de cela, comme le SMET, le Single Minute Exchange Time. On aura l'occasion d'en parler. Alors, résumons ce que je suis en train de dire. J'ai dit que lorsqu'on a une quantité fixe à commander, en réapprovisionnement périodique avec délai variable ou en point de commande avec en délai fixe comme le réapprovisionnement périodique ou en délai variable lorsqu'on fait le point de commande, dans les deux, on a une quantité fixe. Et donc, cette quantité fixe, elle doit être dans un curseur dans lequel j'ai un parfait équilibre entre le coût de possession et le coût de passation. Le coût de possession, c'est ce qu'on a détaillé en 4 coûts. Coût de capital investi, coût de stockage, coût de rebut et rebut d'assurance, coût de rebut, obsolescence et périssabilité. Alors que le coût de passation de commande, c'est le coût unitaire de l'article, le coût de lancement d'une commande et le coût de transport pour les achats et le coût de lancement, de changement de série pour la fabrication. Donc, il faut chercher cet équilibre et cet équilibre correspond à une quantité qui s'appelle la quantité économique à commander, Economic Order Quantity. Alors, justement, cette quantité économique à commander, justement, c'est ce qu'on appelle l'economic order quantity, c'est ce qu'on appelle la quantité qui nous permet d'optimiser les coûts totaux pertinents. Et c'est quoi les coûts totaux pertinents? C'est la somme de deux coûts, la quantité, le coût de passation de commande et le coût de possession de stock. On va y rentrer justement dans le détail de cela pour calculer justement cette quantité économique et pour calculer ce coût total pertinent. Et le choix de notre quantité a un impact fort sur le coût d'approvisionnement. Sinon, on peut aller vers une stratégie d'approvisionnement en quantité variable. Et dans le cas d'une stratégie en quantité variable, on serait amené à faire ce qu'on appelle un calcul du besoin net. Ce calcul de besoin net peut être en délai fixe comme peut être en délai variable. Dans le cas de délai fixe, c'est ce qu'on appellera la gestion par recomplètement périodique. Alors que dans le cas de délai variable, c'est-à-dire quantité variable et délai variable, cette politique-là, ça s'appellera le MRP, c'est-à-dire Material Requirements Plan, c'est le plan besoin matière. C'est une modélisation qui est délicate. Pourquoi? Parce que ce calcul-là, il change. Il change très fréquemment à chaque fois qu'il y ait un changement. Au niveau de quoi? De la nomenclature, ou encore des stocks, ou encore du besoin, c'est-à-dire le besoin brut, notre PDP. Si un de ces trois-là change, forcément notre calcul du besoin va changer. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faudrait une fiabilité de toutes ces données-là pour que notre approvisionnement soit fiable. Mais c'est la meilleure pour avoir une meilleure diminution des stocks. Si on veut diminuer les stocks, la meilleure stratégie, c'est justement le modèle en quantité variable. Mais à une seule et unique condition, d'abord, fiabiliser tous les données et principalement les stocks qui doivent être fiables. Et on avait déjà parlé de ça sur la fiabilité des stocks. Ça veut dire qu'il y ait un zéro écart entre le stock théorique et le stock réel pour chaque référence. Sinon et autrement, le calcul de besoin serait faussé et donc on passera des commandes OF et OA, ordre de fabrication à l'atelier et ordre d'achat à l'atelier,
qui sont erronées. Et donc, soit on générera du surstock, soit malheureusement, on générera des ruptures de stock. Et dans les deux cas, c'est pas bon pour l'entreprise. Alors, justement, comment réaliser ces 4 politiques d'approvisionnement, 2 en quantité fixe et 2 en quantité variable? Et quels sont les exemples croustillants dans la vie de tous les jours dans lesquels on peut s'y approprier pour réappliquer ça dans notre vie de tous les jours, dans notre approvisionnement, pour optimiser les coûts? Ça, c'est ce qu'on va voir la séance prochaine. Merci à tous. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour la suite de nos capsules sur Krayafdak qui seront maintenues, Inch'Allah. En tous les cas, pour mon cours, ça serait, Inch'Allah, tous les jeudis à 17 h. Cette semaine-là, c'était un peu spécifique suite à une contrainte. C'est pour ça qu'on a commencé à 17 h 30. Et au plaisir de vous retrouver là de suite pour les questions. À tout de suite. Merci et bonne soirée. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, oui, monsieur Abdelmalek, c'est ma façon et ma stratégie de faire mes cours. D'abord, je fais mon speech pour faire l'introduction. Je vous montre les slides juste après pour pouvoir consolider les acquis. Voilà, c'est pour ça que les slides, je ne les montre pas en premier. Alors, c'est quoi le thème aujourd'hui? C'est indiqué sur les slides, c'est l'approvisionnement. Oui, parce qu'il y avait la vidéo. C'est la gestion des approvisionnements. On attaque à partir d'aujourd'hui. On a terminé les achats et on est toujours dans la logistique en amont. Et maintenant, on attaque l'approvisionnement, que ce soit auprès de nos fournisseurs ou encore, on va en profiter pour traiter également l'approvisionnement au niveau de l'atelier. Voilà. Alors, la quantité économique, effectivement, monsieur Zakaria, c'est la fameuse quantité économique et on va voir comment justement la calculer la séance prochaine. Le coût de possession et le coût de passation, c'est ce que justement elle doit nous réduire au maximum cette quantité économique. Merci, monsieur Ahmed Bahbabik. Oui, justement, c'est ce que j'ai expliqué, Madame Malika, là de suite. Les diapos, c'est juste après le speech. Bien sûr, il y a les diapos qui sont jolis, magnifiques, bien détaillés et tout ça. Mais j'aimerais bien que les participants puissent suivre avec moi le raisonnement, de façon à ce que quand on présente les slides, ça devient beaucoup plus concret et ils peuvent suivre beaucoup plus simplement au niveau des slides. Voilà. Merci à vous, monsieur Ahmed. Monsieur Ahmed, merci monsieur Ashraf. Voilà, donc merci pour votre présence parmi nous ce soir. Et n'oubliez pas, semaine prochaine, 17 h, jeudi, pour la suite. Et ça serait pour la quantité fixe. Bonne soirée, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver. À bientôt.